Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cet épisode du podcast Facto, le podcast dédié à la lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Au moins 2 fois dans le mois, le dimanche ou le mercredi, on vous fera découvrir les outils qui vous aideront à démêler le vrai du faux lorsque vous douterez d'une info. Je m'appelle Cynthia Cabral, votre présentatrice et journaliste fact-checkeuse, et tout au long de l'émission, je vais discuter avec des experts sur la désinformation en Afrique et donner des exemples concrets d'affirmations trompeuses et aussi parfois fausses qui ont été vérifiées. Pour cet 11e épisode, on va faire un focus sur comment les entreprises de technologie luttent ou pas contre les fake news en Afrique de l'Ouest. Pour cela, dans l'épisode de cette semaine, on parlera à 2 experts. Tout d'abord, je vous présente Muntaga Cissé. Bonsoir Muntaga. Bonsoir Cynthia. Alors, tu es basé au Sénégal et tu es un expert en technologie, médias et télécommunications avec plus de 15 ans d'expérience spécialisée dans la communication digitale, le live streaming et les solutions de télétravail. Cofondateur de Syntech Media et éditeur chez Digital 24, Muntaga Cissé accompagne entreprises et institutions dans l'adoption de nouveaux médias et l'optimisation de leur stratégie numérique. Notre autre invité de ce soir, qui est aussi basé au Sénégal, c'est Dieynaba Tiomban. Bonsoir Dieynaba. Bonsoir Cynthia. Dieynaba Tiomban est une chercheuse sénégalaise qui travaille depuis juillet 2019 au sein d'Africa Check, le premier organisme indépendant de vérification des faits du continent africain. Son travail est principalement axé sur la vérification des faits sur Facebook. Merci beaucoup à vous deux d'être là. En fin d'épisode, vous retrouverez toujours une astuce de la semaine qui vous aidera à éviter les pièges de la désinformation. Mais tout d'abord, j'ai quelques questions pour nos invités. Tout d'abord, Muntaga, selon toi, quelles sont les principales formes de désinformation observées sur les réseaux sociaux en Afrique de l'Ouest ? Merci Cynthia. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Dieynaba. C'est un plaisir de partager avec toi ce podcast. Alors, si je dois donner les principales formes de désinformation observées sur les réseaux sociaux en Afrique, je vais dire que ce sont les mêmes formes de désinformation qu'on observe sur les réseaux sociaux partout dans le monde ou même en dehors des réseaux sociaux, c'est-à-dire dans les médias, dans la vie de tous les jours. En fait, la désinformation, elle est divisée en 3 catégories, mais qui n'est pas une définition standard, mais qui n'est pas non plus une définition utilisée par tout le monde. Mais en tout cas, la plupart des acteurs catégorisent la désinformation en 3 parties. C'est-à-dire de la désinformation en tant que telle, qui consiste à relayer une fausse information délibérément créée, et dans le but, c'est de nuire à une personne, un groupe social, une organisation ou un pays. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle de façon générique la mésinformation, qui est comme une désinformation, c'est-à-dire toujours une information fausse, mais lorsqu'on la partage, on la fait sans l'intention de nuire. C'est-à-dire, plutôt dans l'intention de nuire, c'est-à-dire l'info, elle est fausse, mais la personne qui la partage l'utilise pour justement à d'autres fins qui ne sont pas partagées de l'information fausse. Maintenant, il y a la malinformation qui est beaucoup plus utilisée dans nos pays, qui consiste à relayer une information réelle, c'est-à-dire ce sont des informations, des faits réels, mais qui sont manipulés pour nuire à une personne, à une organisation ou à un pays. Je donne l'exemple des influenceurs. Vous savez, en Afrique, il y a pas mal d'influenceurs qui commencent à se positionner et qui sont suivis parfois par des millions de personnes ou même des dizaines de millions de personnes. Et des influenceurs parfois qui ne maîtrisent pas certains sujets, mais qui se permettent de relayer certaines informations qui parfois sont réelles, mais qui sont hors contexte, ou parfois qui ne sont pas réelles, mais que l'influenceur l'utilise sans pour autant savoir que l'information n'est pas réelle. Donc, il y a ces principales formes-là qu'on voit maintenant avec le taux d'utilisation du multimédia, les plateformes de multimédia comme TikTok, comme WhatsApp, même si WhatsApp n'est pas vraiment un réseau social, mais qui tend à l'être quand même. Vous avez également Instagram, vous avez toutes ces plateformes-là qui privilégient le contenu multimédia, sans oublier YouTube bien entendu, et ce qui fait que ce sont ces formes-là de contenu qui sont le plus partagées et qui sont relayées dans nos pays. Nous reviendrons certainement en détail
détails sur chaque type d'utilisation et sur chaque réseau social, mais en tout cas, si je dois donner une réponse à cette question-là, je dirais qu'il y a ces trois catégories-là et qui sont principalement utilisées dans les multimédias, l'audio, la vidéo et surtout l'image. Merci beaucoup, Montaga. En tout cas, c'est très clair et on voit que la désinformation peut prendre plusieurs formes. Du coup, c'est encore plus difficile de lutter parce qu'il faut aussi utiliser différents outils pour éviter qu'elle se propage. Dieynaba, selon toi, en quoi les défis liés à la lutte contre les fake news diffèrent-ils dans cette région, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, par rapport à d'autres parties du monde? Avant de répondre à cette question, Cynthia, je suis très heureuse de partager ce space avec Montaga, mon professeur au CESTI. Juste ajouter sur les formes de désinformation que, effectivement, comme l'a expliqué Montaga, la désinformation, elle se présente partout, pareil, d'une certaine manière, mais se diffère d'un contexte à un autre, d'un pays à un autre. Sur ces formes-là, on voit quand même sur les réseaux sociaux en Afrique de l'Ouest, il y a certains qui utilisent la propagande. Moi, je l'appelle plutôt la contagion sociale, où des personnes utilisent sur la base de fausses informations, essaient de manipuler des gens pour qu'ils adhèrent à une certaine idée. La désinformation se présente aussi sous forme de rumeurs, les hoax. Elle se présente aussi sous forme de scams, les offres d'emploi frauduleuses qui font que les auteurs volent des données des utilisateurs. Elle se présente aussi sous la forme de théorie du complot où on dit que oui, par exemple, lors de la période de COVID-19, c'est une maladie qui a été créée par l'Occident pour réduire la population africaine, juste pour ajouter. Donc, pour revenir à la question plus précisément, pourquoi l'Afrique de l'Ouest a une certaine spécificité, moi je pense que la réponse, elle est quand même, elle est là. L'Afrique de l'Ouest est une zone stratégique. Il y a des zones stratégiques, certes, mais l'Afrique de l'Ouest est une zone stratégique parce qu'il y a des pays qui ont des ressources. Il y a des pays aussi, il y a aussi la présence étrangère dans certains pays. On a vu que dans la zone sahélienne, par exemple, les différents coups d'État qui ont eu lieu ont été des périodes qui ont été propices à cette désinformation-là, qu'elle soit produite par des personnes locales ou par des personnes extérieures. On a vu que cette désinformation, elle est intimement liée au chaos et à des situations d'instabilité et de flou informationnel. Selon le rapport publié en avril 2024 du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, les campagnes de désinformation qui visent l'Afrique ont été multipliées par 4 depuis 2022. Par exemple, en 2024, entre 2022 et 2024, les campagnes de désinformation qui visent l'Afrique ont été multipliées par 4. Et rien qu'en Afrique de l'Ouest, 72 campagnes de désinformation qui visent 13 pays ont été notées. Et ces campagnes sont soit menées par la Russie, la Chine, ou bien d'autres pays étrangers, ou bien même des nationaux de ces pays-là. Il y a un besoin de présence dans ces zones-là, des auteurs de ces désinformations, mais il y a surtout le besoin de manipulation qui est là. Merci beaucoup, Dieynaba. En tout cas, c'est très clair et justement, comme c'est une zone convoitée, on va dire que les fake news, elles se propagent beaucoup plus rapidement et chacun a ses intérêts. Donc, en fonction de ses intérêts, il y aura une désinformation qui va être en faveur ou pas de ces acteurs-là. Montaga, quelles mesures des plateformes comme Facebook, TikTok ou X ont-elles mises en place pour contrer la désinformation en Afrique de l'Ouest? Alors, les mesures diffèrent des plateformes et des initiatives. Si je prends l'exemple de Facebook déjà, ou plus généralement du groupe Meta qui englobe Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., il y a au moins deux initiatives connues que Meta a prises pour justement lutter contre la désinformation avec des outils déjà très bien mis en avant. Malheureusement, le premier a été fermé. Je veux citer l'application CrowdTangle, qui est une plateforme quand même que Meta avait rachetée il y a quelques années et qu'il a mis en place surtout pour Instagram et Facebook.
L'outil permettait, par exemple, pour des universitaires, des chercheurs, des journalistes, des fact-checkers comme vous, des organismes de gestion des élections, par exemple, des observateurs électoraux. C'était pas ouvert au grand public, mais en tout cas, toutes ces structures-là, organisations que je viens de citer, avaient la possibilité, à travers une demande, d'accéder à cet outil CrowdTangle qui permettait de faire de la veille déjà, de regarder quels sont les sujets tendances, quels sont les sujets les plus discutés du moment et quels sont les sujets qui peuvent alerter et qui peuvent être considérés comme de la désinformation. Et une fois le sujet signalé sur la plateforme Facebook, donc Meta aujourd'hui, prend le relais pour justement soit diminuer la propagation de cette information-là en bloquant par exemple la page qui est diffuseur de cette information-là ou bien en envoyant une alerte sur les personnes qui l'ont déjà partagé en leur disant attention, l'info que vous venez de partager elle est fausse. Mais malheureusement, au mois d'août dernier, Meta a pris la décision de mettre fin à l'utilisation de cet outil-là, ce qui quand même a créé un tollé dans le monde, en tout cas de ceux qui font la lutte contre la propagation des fake news. Et surtout, c'était à la veille des élections présidentielles américaines. Mais bon, Meta a promis, si mes souvenirs sont bons, en suivant l'actualité, de mettre en place un autre outil plus puissant. D'un autre côté, il y a une plateforme que Meta a appelé Oversight Board ou conseil de surveillance, voilà si je le dis en français, un conseil de surveillance qui a pour objectif, à travers des personnalités indépendantes, de permettre à chacun d'entre nous, moi par exemple, je suis utilisateur de Facebook, je vois bloquer mon compte ou ma page parce on me considère comme relayeur des informations, je peux saisir donc le conseil de surveillance qui est une sorte de cour suprême. D'ailleurs, c'est le terme qui avait été utilisé tout au début. Je peux porter plainte entre guillemets pour demander à ce que la sanction soit levée. Je peux également saisir cet outil-là pour dénoncer des cas de désinformation sur la plateforme. Mais cela ne suffit pas justement pour lutter contre la diffusion massive de cas de désinformation. Si je donne l'exemple de X, anciennement Twitter, X utilisait des modérateurs. Même Meta le fait jusqu'à présent, utilise également des modérateurs, des plateformes, des personnes. Peut-être Dianaba reviendra sur même la collaboration entre médias et des organismes de fact-checkers pour lutter contre la désinformation. Mais si je reviens sur l'exemple de X, avant que Elon Musk rachète la boîte, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de modérateurs. Mais lui, quand il est arrivé, il a supprimé 80% des postes, dont 100% des modérateurs. Et donc, il y a plus toujours, en tout cas jusqu'à présent, de modérateurs, c'est-à-dire de personnes qui se connectent sur la plateforme et qui regardent quels sont les cas de désinformation, les fake news qui sont partagés et pour qu'ils puissent arrêter leur propagation. Twitter X, donc, aujourd'hui, a mis en place ce qu'on appelle les community notes. Les community notes, il vous arrive souvent en scrollant sur Twitter, en voyant une information et en bas, vous voyez note des community notes, c'est-à-dire si moi je tombe sur une information pour laquelle je n'ai pas une assurance, c'est-à-dire je doute de l'information, je peux envoyer un message à X, aux community notes, les membres des community notes plutôt. Ce sont des gens comme vous et moi. Par exemple, moi, je peux demander à intégrer, avoir un profil community notes comme les contributeurs sur Wikipédia, c'est-à-dire que X va analyser mon profil, va me poser un certain nombre de questions. C'est une sorte d'examen. Si je le réussis, je fais partie de la communauté de community notes, ce qui fait que si on me soumet une information, par exemple, je suis au Sénégal, on parle d'élections, peut-être que je suis plus informé que quelqu'un qui n'est pas au Sénégal. On peut me soumettre ce cas de probable désinformation si moi et en plus d'autres acteurs qui sont sélectionnés comme membres des community notes donnent une information contraire à ce qui a été relayé, il y a un message qui est partagé à côté, comme c'est le cas de Meta généralement sur certains cas de fake news. Et donc là, ce message-là, cette note-là qui est mise à côté de l'information qui est relayée. Donc là, c'est également une mesure que X a prise pour lutter contre la désinformation. Maintenant, pour le cas de TikTok, c'est un peu plus compliqué parce que, comme vous le savez, hein, il y a plus de publications de contenu non encadré, non modéré qui circulent généralement sur TikTok.
Pour deux raisons. La première, c'est d'abord parce que pour le cas de l'Afrique ou du Sénégal principalement, puisque le contenu est diffusé en langue locale, il n'y a pas assez de mots-clés pour justement filtrer certains messages, certains contenus. Par exemple, si vous faites une vidéo sur TikTok et que vous utilisez certains mots en français et en anglais, votre vidéo soit ne peut pas être publiée, ou bien si vous la publiez, quelques minutes ou quelques heures après, elle va disparaître, elle sera détruite par TikTok. Mais si vous le dites en Wolof, il y a de fortes chances que ça tourne pendant plusieurs jours avant que d'autres personnes ne fassent la signalisation. Maintenant, TikTok utilise carrément l'IA, l'intelligence artificielle, pour améliorer un peu son algorithme. Mais en tout cas, le filtrage des contenus, des cas de fake news est moins efficace sur TikTok que sur les autres plateformes. Je pourrais rajouter pour terminer YouTube quand même, YouTube qui est une plateforme assez puissante qui appartient à Google, qui est, je pense, la plateforme qui lutte le plus, en tout cas, sur les cas de fake news en termes de contenu multimédia, en termes de vidéos, même si c'est en langue nationale. Très souvent, il suffit que 2 ou 3 personnes en fassent la signalisation pour que la diffusion de la vidéo soit stoppée en attendant qu'il y ait une vérification. Et même parfois, un YouTuber, en tout cas un éditeur de chaîne YouTube, et même si après il fait une contestation, ça prend énormément de temps pour que la vidéo revienne. Vous avez suivi la campagne électorale de ces dernières présidentielles. Moi, je faisais du monitoring sur la chaîne YouTube de la RTS. Il est arrivé un moment, une semaine après la campagne, je pense, la chaîne a arrêté de diffuser pendant au moins une dizaine de jours parce que la chaîne avait subi des cas de signalement. Donc, c'est un cas typique de lutte contre la désinformation. Il peut y avoir même des victimes, c'est-à-dire quelqu'un qui ne diffuse pas de fake news, mais qui se fait signaler comme étant diffuseur de fake news, qui peut être victime donc de cette décision, je dirais, de ces mesures assez fortes quand même de lutte contre la diffusion de fake news. Merci beaucoup, Montaga. En tout cas, c'est sûr que malgré tous les efforts de ces plateformes-là, de ces réseaux sociaux, eh ben, il y a encore beaucoup de travail à faire et rien n'est sûr, quoi. Il peut y avoir la signalisation, mais ça peut prendre du temps et il faut aussi faire un travail en amont aussi pour être sûr. Enfin, pas être sûr, mais aussi utiliser d'autres outils pour être sûr que l'information, elle est vraie ou elle est fausse. Parce que juste compter sur les réseaux sociaux pour ça, c'est pas forcément l'idéal. Donc, merci d'avoir donné ces exemples-là avec Facebook, X, TikTok et puis aussi YouTube. On voit bien que ces plateformes-là, elles existent en Afrique de l'Ouest, mais c'est pas forcément des personnes d'Afrique de l'Ouest qui les ont créées ou qui sont en train de justement adapter ça à leur langue, justement. Comme tu l'as si bien dit, avec les langues locales, c'est assez différent. Dienaba, pour toi, est-ce qu'il y a des entreprises africaines, justement, qui prennent des initiatives de modération en Afrique de l'Ouest? Et est-ce que ces initiatives-là sont suffisantes et adaptées au contexte culturel et linguistique local? À ma connaissance, sur les réseaux sociaux en Afrique de l'Ouest, je ne connais pas d'initiatives qui ne sont pas liées aux grandes plateformes. La plupart des initiatives sont soit liées à ces plateformes, que ce soit Meta ou bien X, comme l'a si bien expliqué Muntaga sur les différentes initiatives de ces plateformes-là. Ce que je peux dire, c'est que pour ce qui est de la pertinence de ces initiatives opérées par ces plateformes-là, si je peux y revenir un tout petit peu. Par exemple, sur Meta, Muntaga a parlé de CrowdTrangle qui a été racheté par Meta mais qui ne marche plus. À la place, Meta a proposé un autre outil qui s'appelle Meta Library, de Meta Library. C'est un outil qui est mis à la disposition des collaborateurs de Meta dans la lutte contre la désinformation sur ces plateformes. Et l'outil fait le même travail que CrowdTangle et il permet de faire de la veille, de retrouver les occurrences de désinformation sur la plateforme. Comme ça, si on trouve une publication fausse, on pourra en même temps dans l'article de vérification toucher les différents utilisateurs ou bien les différentes pages qui ont eu à faire cette même désinformation-là. Il faut dire que, comme l'a souligné Muntaga, il y a des limites. Même si Facebook fait l'effort quand même de travailler avec des experts de lutte contre la désinformation, ce que n'ont pas fait X ou bien TikTok. TikTok, à ma connaissance, ils sont en collaboration avec AFP pour lutter contre la désinformation, mais ça ne couvre pas encore l'Afrique. Pour ce qui est de l'Afrique, la seule initiative que j'ai vue en provenance de TikTok,
c'est la mise en place d'un conseil consultatif sur la sécurité pour l'Afrique subsaharienne. Et le but, c'est de mettre en place de meilleures politiques de sécurité plus ou moins endogènes, qui prennent en compte les langues locales, comme l'a expliqué Montaga. Lorsque vous mettez votre vidéo en langue locale sur TikTok, il peut tourner et puis disparaître parce que l'algorithme est fait de telle sorte que les langues locales en Afrique ne sont pas vraiment prises en compte dans cette plateforme-là. Espérons que dans leur projet, ils vont inclure la lutte contre la désinformation. On espère qu'ils vont l'inclure. Mais pour le moment, à ma connaissance, je ne connais pas d'initiatives locales quand même qui font ce travail-là. Il y a quand même des médias comme, comment ça s'appelle, West African Democracy, c'est comme Westaf qui font du fact-checking. Il y a aussi d'autres médias comme Le Soleil aussi qui font du fact-checking. Mais ce travail de modération qui est beaucoup plus poussé, franchement, je ne connais pas d'autres initiatives qui ne sont pas intimement liées avec ces plateformes-là. Mais justement, est-ce qu'on ne pourra pas dire que les algorithmes des réseaux sociaux favorisent en quelque sorte la viralité des fake news malgré tous ces efforts-là? Ça, je dirais que c'est la question à 1 milliard de dollars ou bien de francs CFA. Nous, par exemple, nous qui travaillons avec Facebook, qui est le réseau social le plus utilisé au Sénégal, la limite que nous reprochons à ce projet-là, c'est qu'il nous arrive de travailler sur certains sujets de désinformation. Quelque temps après, ce sujet réémerge avec une viralité qui dépasse la première publication. Là, ce sont des limites quand même qu'on a observées. Est-ce que les algorithmes favorisent la désinformation? Ça, c'est une question dont nous n'avons toujours pas la réponse. Mais on a observé quand même qu'il y a de la désinformation qui est recommandée par la plateforme sans savoir d'où est-ce que ça vient. Moi, personnellement, j'ai eu à travailler sur des job scams de pages frauduleuses qui reviennent souvent sur la plateforme. Et ils ont des publications qui sont sponsorisées par la plateforme. Ça peut être quand même contradictoire pour une plateforme qui dit qu'elle fait tout pour lutter contre la désinformation. Après, on ne sait pas comment se passent ces recommandations. Est-ce que les vidéos ou bien les publications que nous voyons sur Facebook nous sont proposées sur la base de notre habitude de consommation? Comment l'algorithme propose telle publication au lieu de telle autre publication? Pourquoi telle publication est plus virale que telle autre publication? Ça, c'est la question à... Peut-être que Muntaga a des réponses beaucoup plus techniques à ça, mais de notre côté, en tant que fact-checker, on essaierait quand même de voir comment une plateforme qui lutte contre la désinformation peut aussi procéder de cette façon. Merci beaucoup, Dieynaba. Je ne sais pas si Montaga t'aimerais ajouter quelque chose par rapport à cette question-là. Oui, sur les algorithmes, effectivement, il y a, comme l'a dit Dieynaba, des choses, des pratiques, je dirais, contradictoires que les plateformes mettent en place. Je vois de plus en plus de publicités sur Facebook, par exemple, le DG, le directeur général de la douane, qui a un profil, enfin, c'est un faux profil, hein, je dirais, qui se met à faire des publicités de vente aux enchères de produits saisis par la douane, etc., ou d'un probable faux ministre sénégalais qui promet emploi avec un très bon salaire. Ce sont des choses, même si après vous voyez derrière des autorités qui sont victimes de cette usurpation-là, appelons-le comme ça, faire des communiqués, promettre de saisir la justice ou bien même Meta, mais cela ne change pas. Pour en revenir également aux algorithmes qui sont pratiqués, je pense qu'effectivement, ce sont des algorithmes qui favorisent la viralité. Je donne l'exemple de deux outils, Instagram et TikTok. Par exemple, sur TikTok, il suffit, même si vous n'avez pas de compte, hein, dès l'instant que vous installez l'application, la plateforme, l'outil, donc commence à analyser votre centre d'intérêt. Par exemple, si moi j'ouvre TikTok et que je tombe sur une vidéo que Tama Media a partagée, il suffit que je reste plusieurs secondes sur cette vidéo-là pour que TikTok fasse le lien entre Tama Media et moi
Et si le lendemain je reviens, la première vidéo qui me sera proposée, ce sera une vidéo soit de Tama Media ou bien du même style, c'est-à-dire le même type de contenu, les mêmes mots-clés, la même durée de vidéo, etc. La même viralité, c'est-à-dire si c'est une vidéo qui a été suivie par un grand nombre de personnes ou pas. Si je ne m'arrête pas là, par exemple, si après avoir regardé la vidéo, au lieu de scroller sur une autre, je clique sur le profil du compte en question, là, l'intérêt va être beaucoup plus intéressant parce que l'outil va se dire que le fait que moi, je suis allé regarder le profil pour voir s'il y a d'autres vidéos, c'est parce que je m'intéresse vraiment à ce type de contenu-là. Et donc, l'outil va continuer à me proposer des contenus similaires, même si je ne m'abonne pas sur le compte, même si je n'ouvre pas de compte sur la plateforme, l'outil va commencer à aspirer mes données. Et c'est de la même manière sur Instagram, mais de façon moins intrusive, hein, il faut le dire comme ça. Il suffit tout simplement que je commence à m'intéresser à un contenu pour qu'il y ait un lien entre le contenu et moi. Et cet algorithme-là qui fait en sorte que avec ce qu'on appelle l'économie de l'attention, c'est-à-dire il essaye de me garder le plus longtemps possible dans son outil pour que je puisse non seulement regarder le contenu, parce que c'est ça son modèle économique, les gens passent plus de temps sur la plateforme gagne plus d'argent pour rémunérer après les contributeurs, les créateurs de contenu. Ce qui fait que, donc ma réponse c'est oui, les algorithmes favorisent effectivement la viralité des fake news. Et puis maintenant, après, ce qu'il faudra faire par nous, les acteurs, je pense, les utilisateurs, c'est de faire en sorte de pousser l'algorithme à suivre notre centre d'intérêt et pas le contraire. Par exemple, si moi, je m'intéresse au football et que je vois à chaque fois que je vais sur TikTok ou sur Instagram ou sur Snapchat ou sur autres outils, je vois des contenus qui ne m'intéressent pas du tout, je vais essayer soit de cliquer sur le bouton je ne suis pas intéressé ou bien ne plus voir ce type de contenu-là. Comme ça, moi, je vais entraîner l'outil à me montrer des choses qui m'intéressent et pas des choses qui sont susceptibles d'afficher de la publicité pour que l'outil derrière puisse gagner de l'argent. Oui, c'est sûr qu'il faut être conscient en tant qu'internaute que notre mode de consommation va forcément influencer ce qu'on va avoir tout le temps sur les réseaux sociaux. Selon Meta, le temps d'écran moyen d'un utilisateur lambda, c'est de 3 secondes sur une vidéo assez courte. C'est-à-dire qu'une vidéo, elle peut faire 1 minute 30 ou elle peut être encore plus courte. Mais si on ne dépasse pas les 3 secondes, on se lasse très rapidement et on swipe et on regarde même plus la vidéo. Donc, avec cette étude-là qui a été faite par Meta récemment, les créateurs de contenu, par exemple, ils ont commencé à essayer de capter l'attention des internautes justement en proposant quelque chose de provocateur dès les premières secondes pour que ça puisse retenir l'attention de ceux qui regardent le contenu. Donc, merci beaucoup Djeinaba et Muntaga pour ces précisions-là parce que ça nous montre bien qu'on doit être conscient de la manière dont on consomme les choses pour pouvoir justement, en quelque sorte, manier ces plateformes-là, même si c'est un peu difficile et que voilà quoi, tout dépend aussi de ce qu'on a l'habitude de consommer. Djeinaba, est-ce que pour toi il existe une inégalité dans l'application des politiques anti-fake news entre l'Afrique de l'Ouest et les pays occidentaux? Je vais quand même dire que sur comment les algorithmes présentent la désinformation aux utilisateurs, oui, il y a quand même une inégalité parce que dans les pays développés, les applications, les plateformes de réseaux sociaux, ils sont redevables parce qu'il y a des lois. Ils ont des lois sur comment les données sont utilisées, comment l'utilisateur reçoit telle ou telle publication. Les applications doivent s'expliquer. Lorsque les assemblées de ces pays développés-là les interrogent sur comment ils utilisent les données, ce qui n'est pas le cas ici en Afrique. Je n'ai pas encore entendu que l'Union africaine a convoqué Meta ou bien X pour qu'il s'explique sur les cas de désinformation observés dans ces pays-là, en Afrique. Par contre, pour ce qui est des initiatives, de ce que j'ai observé dans le cadre du projet que je coordonne à Africa Tech en collaboration avec Meta, tous les collaborateurs sont égaux. Nous sommes égaux sur comment utiliser l'outil MetaCheck Library pour les fact-checkers. Nous sommes aussi égaux sur comment observer la désinformation sur les réseaux sociaux. Et on est très libre d'observer comment se manifeste cette désinformation-là. À l'entame du space,
Muntaga a dit quelque chose de très important. La désinformation, elle se présente partout, plus ou moins pareil, mais diffère d'un contexte à un autre. Ici, au Sénégal, on peut avoir de la désinformation qui est faite en Wolof ou bien dans d'autres langues. Nous comprenons cette désinformation-là et Meta, dans le cadre de notre projet, lorsque nous faisons notre rapport, aussitôt, ils ne nous demandent pas pourquoi vous avez fait ceci, pourquoi vous avez fait cela, parce qu'ils se disent qu'en tant que professionnels, nous comprenons le contexte mieux que quelqu'un d'autre. Même s'il y a des recours derrière, lorsqu'une page est vérifiée et que Meta comment dire, cet avertissement que la publication elle est fausse et tout, même s'il y a des recours, on met toujours des éléments de contexte qui sont basés sur les faits. Alors oui, je peux dire qu'il y a une certaine égalité sur le projet de Meta pour ceux qui sont dans ce projet-là, mais il y a une inégalité sur la redevabilité des plateformes face à la désinformation. Justement, je pense que le plus gros frein, enfin, de ce que j'entends là, c'est une coopération entre les autorités, enfin, la plus grande institution, donc l'Union africaine, et puis aussi ces initiatives locales. Parce que, bon, quand on pense aux langues, quand on pense aussi au contexte de chaque pays, ben, c'est différent. On en parlait aussi dans d'autres épisodes du manque de ressources humaines qui peut aussi causer un frein. Donc pour toi, Montaga, quels sont les principaux freins à une modération efficace tout en respectant la liberté d'expression? Parce que par exemple, quand on parlait de X, on sait que celui qui a racheté Twitter et qui l'a transformé en X, il parlait justement de cette liberté d'expression-là. Et pour éviter le frein à la liberté d'expression, il a renvoyé des milliers d'employés pour retirer cette modération. Donc pour toi, quels sont les principaux freins à une modération efficace? Alors, effectivement, par exemple, pour X, lorsque que Musk l'a racheté, lui, c'est un partisan de la liberté d'expression, mais à sa façon, que je ne partage pas d'ailleurs, c'est-à-dire permettre à tout le monde de dire tout ce qu'il veut sans aucune forme de restriction, même si après on voit que lui-même, il applique certaines restrictions et il ne met pas tout le monde au même pied d'égalité. Les freins, pour moi, c'est d'abord le poids de nos pays. C'est-à-dire, chaque pays n'a pas, en tout cas, les pays de l'Afrique de l'Ouest, si je peux les présenter comme tels, sans le Nigeria, bien entendu, n'ont pas assez de poids pour faire face à ces plateformes-là, à ces plateformes de réseaux sociaux. Et donc, du coup, on ne peut pas faire comme les Européens. Par exemple, si l'Union européenne, la Commission européenne prend une décision pour sanctionner Meta ou Google ou TikTok ou les autres plateformes, c'est parce qu'il y a un poids, il y a cette épée de Damoclès qui tourne autour donc de l'existence même de ces plateformes-là en Europe, ce qui fait que ces plateformes sont soit obligées de se soumettre à la législation européenne ou bien de fermer boutique carrément, ce qui n'est pas une bonne décision pour ces plateformes parce que quand même c'est un marché avec des centaines de millions d'utilisateurs parfois. Alors que pour nos pays, si je reviens sur le cas de l'Afrique de l'Ouest, à part le fait que le Nigeria a eu des problèmes avec Twitter lorsque le PDG à l'époque, Jacques Dorsey, avait reçu en tout cas des critiques sévères de l'ancien président Mohamed Buhari et ils avaient décidé, Twitter avait décidé de restreindre, de suspendre le compte du président nigérian et que en retour, le Nigeria avait décidé de fermer, de bloquer Twitter dans son pays et en leur exigeant l'ouverture d'un bureau local pour avoir un interlocuteur direct. Il y a beaucoup de pays africains qui ont ce souhait-là, même au Sénégal, lorsque TikTok avait été bloqué, vous vous rappelez, l'année dernière par le ministre en charge des télécommunications, la réponse du ministre après, c'était que TikTok devait avoir un bureau au Sénégal, ce qui n'est toujours pas le cas. Et pour dire que le fait qu'on n'ait pas assez d'interlocuteurs ou bien qu'on ait des interlocuteurs dispersés ça et là, chaque pays veut mettre en place sa propre régulation, sa propre législation pour justement soit miser sur la liberté d'expression, ça pose problème. Et pour moi, pour pallier à tout cela, il faut d'abord qu'il y ait un engagement, peut-être des acteurs de la société civile qui utilisent cet outil-là pour promouvoir la liberté d'expression, mais selon nos réalités, selon notre culture, selon nos pratiques sociétales locales, ce qui fait que nous aurons la possibilité non seulement d'utiliser ces outils-là à bon escient,
de dire ce qu'on a envie de dire dans le respect, bien sûr, des lois et règlements de nos pays respectifs, mais d'avoir une force commune, c'est-à-dire s'il faut prendre une décision pour sanctionner ces plateformes-là, que le Sénégal à lui tout seul ou la Côte d'Ivoire à elle toute seule prennent, mais que, par exemple, la CEDEAO, l'UEMOA ou même l'Union africaine puisse encadrer, qu'on ait une loi, je dirais, régionale, comme c'est le cas avec le DSA, le DMA en Europe, ce qui fait qu'on aura un poids pour pouvoir sanctionner ces plateformes-là, pour qu'ils nous donnent plus de liberté, mais aussi pour qu'on puisse bénéficier d'un encadrement de la modération, comme c'est le cas dans ces pays-là également. Merci beaucoup, Montaga. On comprend bien qu'il faut surtout un soutien des gouvernements et à la fois aussi des citoyens, parce que tout commence par nous, les internautes. Et si on est conscient justement de tous ces méfaits-là, comme la désinformation, la mésinformation, on pourra justement éviter de propager de fausses informations. J'aurais une question pour tous les deux, mais j'aimerais bien que Dieynaba y réponde d'abord. Est-ce que tu aurais une astuce pour les auditeurs qui, par exemple, tombent sur une fausse information et qui, justement, voudraient d'abord confirmer? Parce que je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément les outils à utiliser le plus rapidement possible ou n'ont pas connaissance, justement, d'équipes de vérificateurs comme vous ou des entreprises de vérification d'informations. Donc, quelle serait la meilleure astuce que tu donnerais à un internaute qui tomberait sur une vidéo assez douteuse? Bon, je dirais l'astuce basique. Lorsqu'on tombe sur une désinformation, déjà, il faudra se douter que c'est une désinformation. C'est d'aller sur Google et de taper ce que vous voyez sur la vidéo. Si vous voyez une vidéo qui vous dit qu'il y a un tremblement de terre en France, par exemple, allez sur Google, sur Internet, et tapez tremblement de terre. Vous voyez qu'est-ce qui vous est proposé comme résultat. Essayez de voir si ce sont des médias crédibles qui en parlent. Est-ce qu'il y a une information fiable qui est publiée allant dans ce sens-là? Pour moi, c'est l'astuce le plus basique pour ne pas tomber dans la désinformation. Merci beaucoup, Dieynaba. Et toi, Montaga, est-ce que tu aurais une astuce pour les auditeurs? Alors, pour moi, l'astuce que je recommanderais aux auditeurs, c'est d'abord d'identifier les plateformes de fact-checking, les médias qui font du fact-checking, de les mentionner. Par exemple, si vous êtes sur X, sur Twitter, et que vous voyez une information et que vous doutez de sa véracité, vous pouvez, par exemple, mentionner les plateformes qui font du fact-checking. Il y en a de plus en plus d'ailleurs et c'est déjà bien. Leur poser la question, est-ce que cette information-là, elle est vraie? Comme ça, puisque eux, c'est leur métier, ils savent utiliser les bons outils, ils vont faire du fact-checking. Surtout lorsqu'on est en période d'élection, généralement, les plateformes de fact-checking sont plus réactives et donc là, on peut avoir une réponse assez rapide. Sinon, on demande à des acteurs qui ont une certaine légitimité, je dirais. On leur demande en privé de vérifier une telle ou telle information pour savoir si elle est vraie. Maintenant, si vous utilisez un outil, une plateforme de messagerie comme WhatsApp et que on vous envoie un message déjà et qui vous a été transféré et que vous voyez la mention transférée plusieurs fois, cela veut dire que l'information a vraiment beaucoup circulé avant d'arriver chez vous. Rien que ça peut vous permettre de douter, ça peut vous permettre de vous poser des questions avant de la partager à votre tour. Sinon, tout simplement, l'exemple, l'astuce que Dieynaba a donnée également, elle est très bonne, c'est-à-dire interroger les moteurs de recherche. Parfois, les moteurs de recherche vous renvoient sur une ancienne version de l'information, sur une archive lointaine, alors que vous tombez sur l'information aujourd'hui. Là également, vous pouvez vous dire que puisque l'information, elle a existé quelques mois ou quelques années auparavant, elle ne peut pas être la même aujourd'hui. Il y a eu certainement une évolution. Merci beaucoup à vous deux, à nos journalistes fact-checkers, Montaga Cissé et Dieynaba Tiomban. Vous pouvez suivre Montaga et Dieynaba sur leurs réseaux sociaux pour être au courant de leur travail en tant que fact-checkers dans leurs médias respectifs. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce numéro de Facto. Vous pourrez retrouver individuellement chaque épisode sur Spotify, YouTube et bien sûr, vous pourrez réécouter cet épisode sur X.
On vous encourage à nous suivre sur nos réseaux sociaux et surtout, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker afin de lutter contre les fake news. On se retrouve dans 4 jours, soit le dimanche 24 novembre à la même heure, pour comprendre le rôle des influenceurs dans la diffusion ou la lutte contre la désinformation. On en a parlé un peu ce soir-là avec Muntaga et aussi Djenaba. Et bien, on verra ça dans 4 jours. Merci beaucoup à vous deux, Djenaba et Muntaga. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. À dimanche tout le monde. Facto, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Ce podcast est une production de Tama Media, soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, dans le cadre d'un consortium avec La Voix de Mopti et Setanal Media.